Bien, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence ce matin pour cette conférence, comme vous le voyez, qui nous permettra de voir comment les métiers d'art s'engagent pour la préservation de l'environnement. On va développer cette thématique avec les 5 spécialistes qui sont avec nous pour toute la matinée. On va partager avec eux leurs actions et leurs expériences sur le sujet. Et pour cela, j'ai à mes côtés Héloïse Levieux. Vous êtes tapissière d'ameublement à Colpeau, dans le Morbihan, avec votre mari, Antoine Bourrel, qui est feutrier. À ses côtés, on a Mathis Dallstein, qui est ébéniste et lauréat 2019 du concours Atelier d'Art de France. Et enfin, Claire Hazard, vous êtes directrice du Jardin des métiers d'art et du design dans les Hauts-de-Seine. Mais on va commencer avec vous, Delphine Lescuyer. Vous êtes mosaïste et administratrice d'Atelier d'Art de France, le syndicat professionnel des métiers d'art, qui évidemment répertorie les 281 métiers, et également organisateur de cette biennale Révélation. Vous avez un atelier qui s'appelle Anis et Céladon, qui a été créé en 2011 à Fontenay-aux-Roses, en proche banlieue parisienne, mais vous avez déménagé puisque maintenant vous êtes à Senainville, village d'Eure-et-Loir, il y a maintenant 2 ans, pour votre activité qui utilise des tesselles de verre et de céramique. Est-ce que lors de la réalisation de vos mosaïques, vous faites attention à votre impact sur l'environnement et les conséquences que ça peut avoir? Oui, alors c'est vrai qu'en tant que mosaïste, j'ai la chance de travailler un artisanat qui est déjà extrêmement vertueux. Comme vous le savez, la mosaïque a été inventée il y a très 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 longtemps, à une époque où de toute manière il n'y avait pas d'électricité. L'eau ne devait pas être une ressource très très facile à obtenir non plus. Et quelque part, on a la chance dans notre métier d'avoir su perpétuer ces gestes très économes en énergie déjà, puisqu'on continue encore à travailler à la main et malgré tout le temps qui s'est écoulé depuis les origines, on n'a pas tellement évolué dans notre technique. La transformation de la matière, elle est encore en fait, elle est vraiment définie par la sobriété. On travaille avec des outils à main, soit des pinces pour ma part, soit une marteline. On n'a pas besoin de machines, hormis pour éventuellement quelques finitions, voilà. Mais pour ma part, j'évite au maximum d'utiliser ces machines électriques. D'une part, pour éviter de consommer de l'énergie, et en plus parce que c'est bruyant. Donc, je dirais que sur la technique en elle-même, j'ai pas un gros défi à relever dans la manière de travailler. Par contre, là où on peut évoluer et essayer de réduire son impact, c'est à la fois sur les matières qu'on va transformer, qu'on va travailler. Donc, le sourcing va avoir cette préoccupation. Moi, c'est vrai que je travaille essentiellement la céramique, en fait les tesselles de céramique et de verre. Qui proviennent d'où? Alors, justement, on va dire, quand on est mosaïste professionnel, on a besoin de répondre à des commandes, à réaliser des mosaïques sur mesure, donc il faut avoir des fournisseurs. Maintenant, ces fournisseurs, de plus en plus, j'essaye d'aller les chercher dans des filières de réemploi, de revalorisation, qui ne sont pas encore suffisamment structurées. Ça, pour l'instant, c'est pas encore, en tout cas dans mon domaine à moi, ce n'est pas encore suffisant. Mais on a certaines entreprises, je pense à par exemple Maison Carrel à Toulouse, qui va récolter tous les rebuts de chantier et les commercialiser auprès des professionnels. Donc on va favoriser des matières on va essayer en tout cas de favoriser des matières qui ne sont plus produites, mais soit revalorisées, soit en tout cas pas extraites. Donc moi c'est vrai que je cherche de plus en plus à développer des créations qui vont être à partir même de vaisselle ancienne, chose que je ne faisais pas du tout parce que forcément on n'est jamais, on ne peut faire que de la pièce unique. C'est difficile de répondre à une commande avec un cahier des charges d'un type de décoration très précis avec des matériaux de récupération. Même si on les rachète, même s'il y a des filières qui s'organisent, c'est plus aléatoire qu'un fournisseur qui va fabriquer pour nous. Mais où est-ce que vous trouvez cette vaisselle, par exemple, que vous récupérez? Alors, moi, je suis un petit peu obsédée par ça. Donc, dès que je vais quelque part, je fais les brocantes, je vais voir les déchetteries.
j'ai des petites, comme ça se sait un petit peu maintenant, j'ai aussi des petites offrandes. J'ai des gens qui viennent déposer devant mon atelier des tasses, des vieilles soupières, des fois des choses dont je peux absolument pas me servir, mais en tout cas le geste est là et je l'apprécie. Ça fait partie des joies de mon métier aussi. Et puis après, et voilà, à part ces filières qui s'organisent, je chine en fait tout simplement. Je chine, je rachète des lots de carrelage. Et ça donne ce résultat-là qu'on a par exemple en photo. Alors là, c'est une assiette que vous avez détournée et qu'on retrouve sur ce siège. Tout à fait. En fait, c'est même un service entier de Quimper. C'est de la vaisselle en Rio qui était mais vraiment dans un état complètement déplorable au fin fond d'une brocante et même invendable parce que totalement ébréché, abîmé, cassé. Et donc j'ai racheté ce service et je l'ai retravaillé pour complètement le métamorphoser, pour même qu'on ne puisse même plus identifier en fait la matière d'origine. Et je me suis amusée parce que je trouvais que ces fleurs qui étaient peintes à la main, elles avaient une certaine poésie. Puis on voyait le coup de pinceau en fait des femmes probablement qui avaient décoré ces assiettes. Et donc je les ai transformées en une sorte de broderie, de tissu, d'ameublement, de trompe-l'œil, voilà, d'une mosaïque qui ressemble à un tissu. Donc on peut quand même s'asseoir sur ce siège malgré que ce soit des résidus de vaisselle. Oui, tout à fait. On peut s'asseoir dessus, c'est un peu dur, mais... Et c'est froid. Alors ça dépend parce que si vous la mettez au soleil, au contraire, c'est chaud. Très bien. Je rappelle que vous êtes administratrice d'Ateliers d'Art de France. Comment vous accompagnez les artisans dans la transition écologique pour ceux qui ont la nécessité de transformer leur outil de production? Oui, alors c'est à vrai dire, les accompagner, j'ai l'impression que ça se fait très naturellement. Je pense que les artisans d'art ont cette démarche. Je connais pas d'artisans d'art chez qui on peut voir du gaspillage ou voilà, c'est assez, c'est vraiment dans nos valeurs. Donc nous, notre manière de les accompagner, ça va être, en fait, nous représentons une communauté qui de toute manière se définit par un sens du partage. Donc les bonnes pratiques, les manières d'évoluer tant sur les matériaux que sur les procédés ou même les manières de commercialiser aussi. Ça. Il y a des préoccupations environnementales, l'emballage, des choses comme ça. On va informer. On a maintenant mis en place une nouvelle formation à Ateliers d'Art de France sur la loi AGEC pour que les artisans d'art puissent éventuellement, voilà, en tout cas s'y intéresser. On va aussi, dans le cadre de nos salons, développer des conférences, comme nous le faisons ici, pour informer un maximum de public. Et puis le Salon international du patrimoine culturel, par exemple, au mois d'octobre, avait pour thématique le développement durable. Donc voilà, on essaie de mettre au cœur de nos événements cette préoccupation. Et puis d'un autre côté, nous allons aussi informer les professionnels, enfin pas informer, mais plutôt les défendre, parce que les pouvoirs publics évoluent aussi et mettent en place des réglementations, voilà, ont des exigences maintenant, mais qui s'adresse plutôt à l'industrie. Et c'est vrai que nous, notre rôle, c'est de faire entendre la voix des artisans d'art, de notre secteur, à qui ces réglementations, pour qui elles sont inadaptées. Et donc, notre travail consiste aussi à défendre les spécificités de nos ateliers pour avoir certaines mesures dérogatoires, choses comme ça. Comme en ce moment, on travaille sur le plomb, la problématique du plomb, puisque, comme vous le savez peut-être, dans le vitrail, cette matière devient... voilà, on essaie de l'interdire, mais évidemment, pour des vitraillistes, des maîtres verriers, c'est impossible de travailler sans plomb. Donc c'est difficile d'opérer une transition plus respectueuse de l'environnement pour certains métiers. Pour certains métiers, c'est plus difficile. Donc, en attendant que des chercheurs ou voilà, des personnes qui travaillent dans les innovations puissent proposer autre chose, on est obligé de défendre nos savoir-faire, nos métiers, notre secteur. Et c'est ce que nous essayons de faire. Voilà. Est-ce que le travail à partir de matières recyclées reste encore marginal dans les métiers d'art ? Moi, je n'ai pas l'impression. Je pense que ça se développe vraiment énormément. Je pense qu'il y a des nouveaux matériaux. Ce ne sont pas toujours les artisans d'art qui les créent, parce que c'est vrai que c'est des démarches de recherche-innovation
qu'on n'a pas toujours le temps de mener, mais parfois oui, on a des artisans d'art qui créent. J'ai oublié de mentionner Jean Girel. Alors c'est pas un matériau, mais c'est parce que pour les céramistes et les verriers, il y a cette problématique de consommation d'énergie. Et lors du dernier salon international du patrimoine culturel, on a mis en avant un nouveau four qui a été créé par Jean Girel, qui s'appelle le four Girel 3E, qui permet de réaliser 60% d'économie d'énergie. Donc on accompagne en le faisant connaître, en le faisant rayonner, ce type de nouveauté. Et on a des partenaires pour ça, comme les Macnifop, qui a développé une formation pour que les jeunes céramistes apprennent à construire ce four. Et voilà, donc tant sur les méthodes que sur les matériaux, on essaye d'être présent et de favoriser tout cela. Très bien, merci beaucoup Delphine Lescuyer. Je rappelle que vous êtes mosaïste et également donc administratrice pour Atelier d'Art de France, organisateur de ce salon Révélation. On va continuer de développer cette thématique avec vous. Héloïse Levieux, vous êtes tapissière d'ameublement à Colpeau. Vous arrivez tout droit du Morbihan ce matin avec votre mari qui est à vos côtés. On va développer avec lui le travail que vous faites tous les deux. Vous êtes Antoine Bourrel et donc feutrier, comme je le disais tout à l'heure. Vous développez donc une ligne d'objets textiles et de petits mobiliers aussi, de décoration, coussins, chaises d'école, poufs, etc. à partir de laine de mouton. Donc Antoine transforme. Mais vous, depuis quand vous exercez ce métier ? Alors j'ai suivi une formation de tapissier au Canada, en fait au Québec, il y a 15 ans. Pays à l'honneur cette année. Exactement. Et donc j'ai appris ce métier là-bas. J'ai ensuite exercé dans l'équivalent d'une recyclerie en fait à Montréal. Donc j'avais déjà cette idée quand même de refaire, donner une seconde vie, voire une troisième vie à du meuble ancien. Et puis voilà. Et est-ce que durant cette formation, l'impact écologique de votre métier a fait partie de l'enseignement ou pas du tout ? Pas du tout. Non, et malheureusement. Vous en aviez déjà conscience à l'époque qu'il fallait faire en sorte de réduire au maximum son impact. En fait, pas du tout sur le côté garnissage. Donc là, c'était vraiment les ouates de polyester, les mousses, les colles. Enfin, vraiment, tout n'était que pétrole et plastique. Mais dans le côté trouver des meubles, dans les ruelles, parce que là-bas on met les choses sur le trottoir et les gens peuvent venir les récupérer. Et donc oui, au sein de la recyclerie, moi j'avais vraiment cette envie-là redonner vie, donner une deuxième chance, voire une troisième à des meubles. Et ça fait combien de temps que vous êtes installé maintenant à Colpeau dans le Morbihan ? Alors à Colpeau, ça fait 6 ans, mais ça fait une dizaine d'années que vous exercez. Que nous sommes rentrés en France. Et quels sont les textiles que vous utilisez dans vos créations ? Là, on voit plusieurs Donc, essentiellement photos. La laine et de plus en plus. En fait, là, on a décidé tous les deux de recentrer notre activité uniquement sur la filière laine. Mais sinon, le chanvre avec Virgo Coop, qui est une coopérative qui relance la filière textile dans le Lot, et des lins tissés dans les Vosges. Et pourquoi vous avez fait le choix de travailler en couple ? Parce que vous avez d'abord lancé votre activité toute seule dans un premier temps, avant que votre mari Antoine vous rejoigne. En fait, le désir de travailler tous les deux, déjà, enfin d'être au quotidien ensemble, et puis d'avoir la meilleure matière première, puisque c'est lui le feutrier. Donc je peux me permettre d'exiger une qualité de feutre. Voilà. Donc, non, ça, c'est vraiment le désir de travailler à 4 mains et que je sois le côté créatif donc pour l'objet et que lui soit le fournisseur de ma matière première. Bien sûr. Alors, Antoine, en quoi consiste votre métier de feutrier ? Bonjour tout le monde. Le métier de feutrier, c'est au départ, il faut trouver la laine. Ensuite, il y a toute la transformation de la laine jusqu'au feutre. Et pour faire du feutre, il faut donc de la laine cardée, de l'eau, du savon, de la cendre. Tout ça, c'est une histoire de pH. La laine étant acide, il faut ramener un pH neutre, 7-8.
Et ensuite, c'est une histoire de mouvement, de frottement des brins de laine qui sont faits d'écailles. Le fait de mettre de l'eau chaude sur la laine cardée ouvre les écailles et les frottements font que les écailles d'une fibre s'entremêlent sur les écailles d'une autre fibre et le produit final est un produit non tissé avec les écailles d'une fibre sur les écailles de l'autre fibre et font une matière pratiquement indestructible. Mais pour arriver à cela, il y a d'abord plusieurs étapes. Là, on voit des photos. Alors, dans un premier temps, évidemment, il y a la tonte des moutons. D'où provient la laine Est-ce que les moutons sont à proximité de votre atelier ? Les moutons sont à proximité de notre atelier. Je travaille avec des bergers locaux qui font de l'éco-pâturage, qui entretiennent donc les prairies des communes ou des particuliers. Les pâturages sont bio. Les bêtes ne sont pas ni vaccinées, ni n'ont de vermifuges. Tout est fait naturellement par les plantes. Ensuite, à la saison de la tonte, donc, je vais récupérer les toisons. Les toisons sont ensuite ramenées à l'atelier, triées par qualité et par couleur. Ensuite, elles sont lavées. C'est un travail que vous faites en commun pour les couleurs, la qualité, etc. Vous intervenez dès le départ. Oui. En fait, moi, je sais que voilà, par exemple, là, j'ai les quatre couleurs en fait que je souhaite obtenir, et c'est sûr que je veux absolument que les blancs ne soient pas jaunes. Donc, il faut enlever toutes les parties jaunes de la toison. Et voilà, une fois que Antoine sait ça, en fait, il fait ses mélanges. Il n'y a aucune teinture. Donc, on mélange des laines noires et des laines blanches. Donc, ça, voilà. Donc, pour les moutons Landes de Bretagne, Ouessant et Belle-Île. Et Belle-Île. Et en fait, après, il y a un mélange entre la laine noire et la laine blanche. Antoine tient des petits carnets avec les pourcentages. Et donc, il sait exactement comment, à peu près, obtenir des grilles comme ça. Et voilà. Et donc, une fois que cette sélection est faite, il faut nettoyer la laine, comme on le voit là sur les images. Oui, alors la laine passe ensuite à la laverie. J'utilise de l'eau de pluie en circuit fermé. Je rajoute du savon qui est fait avec de la saponaire, une plante, la plante des lavandières d'autrefois, et de la cendre de bois qui est récupérée chez un boulanger qui lui-même récupère son bois dans une scierie locale. Donc la cendre de bois est mélangée avec la saponaire à l'eau pour avoir un pH neutre. Et la laine passe dans 5 différents bacs d'eau en trempage. Et ensuite est séchée au soleil quand il y a du soleil, mais il ne pleut jamais en Bretagne. Bien sûr, c'est bien connu. Et quelle est la prochaine étape une fois ensuite, le nettoyage il y a effectué ? le cardage, c'est-à-dire que la laine est peignée dans la machine que vous voyez là. Les fibres sont remises dans un sens. Et une fois que cette laine est cardée, elle est amenée dans l'atelier de feutre, où là, il y a encore des étapes de mouillage avec de l'eau chaude, de pluie. C'est pour cela qu'on vous voit avec un arrosoir là. C'est ça. En train d'arroser à l'intérieur de l'atelier la laine. Oui, c'est ça. Et une fois que ces nappes-là sont arrosées avec l'eau savonneuse et cendrée, elles sont roulées semi-mécaniquement sur des rouleaux qui sont entraînés par des petits moteurs électriques. Et elles font des passes de 20 à 30 minutes sur les rouleaux et elles sont redéroulées pour les rouler dans un sens puis dans un autre et ainsi de suite pendant plusieurs heures de cycle. Il faut à peu près 6 heures de roulement pour sortir une plaque de feutre. Et quels sont les avantages de la laine que vous travaillez tous les deux ? On a bien compris que tout ça s'est fait
à proximité, mais ensuite dans la réalisation des différents objets que j'ai décrits tout à l'heure, quels avantages vous y trouvez? Le feutre de laine est un produit durable, résistant. C'est le plus vieux textile au monde qui a été trouvé par les Mongols, tout à fait fortuitement, quand c'est un peuple de nomades. Et pour se couvrir, se protéger du froid, ils mettaient des peaux de bêtes sur leur corps. Et lors de leur transhumance, ils s'apercevaient que les frottements à l'intérieur des jambes transformaient les peaux de bêtes en feutre. Et de ça, ils en ont déduit que c'était une matière naturelle. Et en ont fait donc leur yourte, leurs vêtements. Ça les isole du moins 40 l'hiver et du plus 40 l'été. C'est un produit unique et durable et éco-responsable. Et sain. Et sain. Et sain, parce qu'en fait, moi, le but de l'amener dans la déco, en fait, c'est vraiment d'amener des matières naturelles saines dans des intérieurs. Donc, il n'y a pas d'acarien, c'est analergène. On peut ressentir, en fait, on dit ça gratte, mais en effet, c'est parce que quand il fait chaud, les écailles s'ouvrent, et donc c'est ça qui fait que ça gratte. Mais c'est vrai que sinon, ça amène quelque chose de sain dans une maison. Et puis, on fait des plaids, on fait des couvertures. Là, c'est la chaleur, mais enfin, on est isolé avec la laine. Donc, on peut l'utiliser l'été comme l'hiver, mais c'est vrai que c'est un confort. Et puis, moi, je trouve ça beau. Et qu'est-ce que vous faites des éventuels surplus, les déchets? Vous Alors, parliez les de laine chutes jaune tout à l'heure, par exemple. Ah, les laines jaunes, laines jaunes, elles sont cardées et éventuellement feutrées, et elles servent de rembourrage pour les objets d'Héloïse, comme les poufs, par exemple. En fait, elles sont juste... Non, elles sont pas feutrées, elles sont juste cardées. Et moi, je m'en sers pour... quand je fais des poufs, en fait, j'utilise plus du tout de ouate de polyester. Je mets de la laine. D'accord, à l'intérieur. À l'intérieur, sous la couverture. Est-ce que vous et les chutes aussi, toutes les chutes en fait de tout ce qui me reste, je garde ça dans des grands sacs. Et après, je vais faire des poufs. Je fais des coussins de sol. C'est rempli de chutes de laine. C'est-à-dire que rien ne se perd. Vous transformez tout, vous recyclez. En fait, tout, c'est vraiment ça. C'est là où je prends le plus de plaisir, c'est de me dire, je contrôle tout. C'est sûr, de A à Z. Je suis dans la filière, je suis acteur de la filière laine, mais cet objet-là, d'abord, il va pouvoir être recyclé en fin de vie. Et puis, oui, c'est zéro déchet. Et donc, ensuite, il sera commercialisé, bien évidemment. Est-ce que vous prenez en considération également cette dimension environnementale dans la commercialisation des produits? Oui, bien sûr, on essaye au maximum. C'est sûr, dans le colisage, comme on disait, on essaye vraiment de faire très attention à ça. Et puis, on vend dans des boutiques locales. On fait aussi des événements, des portes ouvertes à l'atelier pour que les gens, justement, les locaux autour, soient informés qu'on existe. Et puis, pour rester le plus possible en circuit court. Très bien. Merci à tous les deux vraiment pour cette présentation. Merci. On va continuer à présent avec Mathis Dahlstein. Vous êtes donc ébéniste, lauréat du concours 2019 Atelier d'Art de France. On verra avec quelle pièce vous avez remporté ce concours en 2019. Mais avant cela, quelle formation vous avez suivie pour devenir ébéniste? Alors, j'ai débuté mon parcours à l'âge de 15 ans avec un CAP ébénisterie. À l'époque, il se faisait en 2 ans. J'ai ensuite enchaîné avec un bac professionnel qui, pareil, se passait en 2 ans. J'ai continué avec une mise à niveau en art appliqué et puis un DMA ébénisterie. L'ensemble de ces études, je les ai effectuées au lycée Pierre Vernotte à Moirans-en-Montagne. Donc, c'est un lycée qui regroupe tous les arts du bois et qui m'a permis de suivre ce parcours initial, vraiment un apprentissage très technique, jusqu'à un apprentissage à la fois de mêler création, créativité et technicité. Et pourquoi vous avez choisi ce métier?
Alors j'ai choisi ce métier, alors je reviendrai sur la notion de métier. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un travail qui s'articule entre l'art, l'artisanat et le design. Je pense qu'on est beaucoup dans cet entre-trois. J'ai choisi vraiment ce travail puisqu'il me permet une liberté d'entreprendre, une liberté de maîtriser aussi le processus créatif, de la conception jusqu'à la réalisation. C'est pour moi quelque chose d'extrêmement important, mais quelque chose aussi qui me permet de pleinement m'amuser et puis d'être en pleine connaissance de ce que je vais pouvoir imaginer et fabriquer. Et donc parmi les réalisations, il y a là quelques photos de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez décrire ces pièces? Tout à fait. Alors, on peut le voir hein, dans mon travail de composition. On est sur des pièces qui sont à la fois des pièces de mobilier, mais des pièces également sculpturales. Ce sont des fragments de bois donc, que je vais récupérer, que je vais retravailler, réassembler pour donner une seconde vie. Ce travail de composition est à la fois j'aime dire, une harmonie dissonante. On perd la notion des éléments de récupération. C'est vraiment aussi mon idée d'avoir une confrontation vis-à-vis de ces éléments. On arrive et petit à petit, on se rend compte qu'il y a des pièces de récupération. On peut voir sur certains détails, on va retrouver à la fois des éléments qui sont encore marqués, puisqu'ils proviennent par exemple d'arrière d'armoires, des choses comme ça. C'est vrai que là, on voit un enchevêtrement de tous les morceaux de bois que vous pouvez récupérer. Vous allez où vous approvisionner de tout ça? Alors, la majorité de ma matière première provient donc d'un centre de tri, d'Emmaüs à Dijon. C'est un lieu pour lequel j'ai d'ailleurs créé un partenariat. On reviendra, j'imagine, dessus un peu plus tard. Ce lieu où je vais récupérer donc ma matière première récupère tous les déchets bois de toutes les déchetteries de Dijon. Donc c'était alors à l'origine un lieu assez incroyable puisqu'il y avait un amas absolument chaotique de ressources, et ce qui a été pour moi alors à la fois une inspiration et également aussi mon lieu de collecte. Et puis, donc, effectivement, je vais récupérer dans ces bennes, dans ce grand hangar où est entreposée de la matière, des éléments de mobilier qu'ensuite je vais entreposer dans mon atelier, retrier par couleur, par essence, par matière, par couleur. Enfin, je vais moi-même créer ma gamme presque chromatique pour ensuite composer mes créations. Et ensuite, voilà, je vais passer à la phase du dessin, du design, jusqu'à la fabrication. Alors, au-delà de la matière première, comment vous intégrez votre impact écologique dans l'activité que vous réalisez au quotidien? Alors, étant donné que mon activité est mon quotidien et que je passe beaucoup de temps dans mon activité, c'est vrai que je suis pleinement immergé de toute façon dans ce travail, dans cette philosophie. Et puis, je pense que c'est une façon même personnelle d'avoir une conscience au quotidien, une conscience dans son travail, un respect aussi des matériaux. J'ai fait le choix aussi également d'être implanté dans une zone rurale, dans le Jura, à l'Avant-les-Saint-Claude, qui est une zone qui a été fortement au début industrialisée, qui petit à petit a perdu un petit peu son bassin économique. Le fait de m'implanter aussi localement dans une zone où j'ai d'ailleurs effectué mes études, non loin, où il y a encore un bassin, on sent qu'il y a des vraies possibilités de faire réémerger aussi cette zone. Je me suis dit qu'il était important de m'inscrire aussi dans un lieu comme celui-ci. Et donc c'est vrai que je vis pleinement cette activité, mais en même temps, cet univers créatif dans lequel je parlais, c'était aussi un acte social. C'est pour ça que j'avais développé avec Emmaüs, avoir toujours un lien entre la ressource que je récupère, la matière que je travaille, la matière que je fabrique, mais également de se dire qu'elle sert à la fois à tous les niveaux. Et j'étais assez surpris quand j'ai commencé à récupérer ma matière première à Emmaüs, de l'intérêt que portaient les compagnons qui sont en réinsertion sur le site, de l'intérêt qui portait à mon travail. Au début, je venais, j'expliquais ce que je faisais, j'avais mes carnets de croquis, et puis chaque semaine, quand je revenais, je montrais un petit peu l'évolution de mes projets, et je sentais un vrai intérêt. Ils commençaient à mettre un petit peu de pièces de bois de mon côté, et je me suis dit que c'était extrêmement important d'avoir une application locale aussi, avec Emmaüs. Et vous avez pu partager avec eux notamment donc, la pièce qui vous a permis de remporter le concours Atelier d'Art de France en 2019 que l'on voit là. Tout à fait, exactement.
une belle Qu'est-ce qu'elle étape, hein. représente cette pièce? Ouais. Alors cette pièce, c'est l'évolution alors d'un cabinet, hein, qui était ma première pièce, d'ailleurs ma pièce d'étude, où est vraiment l'origine de mon travail. On est sur l'idée du cabinet, puisque l'origine de l'ébénisterie d'ailleurs a été amenée au départ avec le travail sur des bois très précieux, l'ébène, et notamment sur les cabinets. Et je trouvais que c'était très intéressant de réinterpréter ce mobilier qui aujourd'hui est réinterprété avec des matières actuelles. Et effectivement, j'ai eu l'opportunité de remporter ce concours Atelier d'Art de France en 2009, ce qui a été pour une très belle 2019 2019. 2009, je pense que vous êtes un peu jeune. 2019. Ça a été pour moi une très belle opportunité. Quels sont Est-ce qu'il y a des cols que vous utilisez? Il y a de la matière quand même pour assembler tout ça. Est-ce que là aussi vous faites attention aux produits que vous utilisez? Oui, tout à fait. Alors, il y a très peu de choses rajoutées en fait à part cette matière. D'ailleurs, c'est de la matière qui est structurante. C'est-à-dire qu'on est sur un travail à la fois de composition artistique, mais également sur une composition technique où il n'y a pas de surenchère de matière. Sur une pièce comme celle-ci, à part du bois de récupération et l'ossature en acier, il n'y a rien de rajouté de particulièrement, à part dans les assemblages de chaque pièce, des lamellos et de la colle vinylique, et des produits de finition qui sont à bas en phase aqueuse, qui limitent également un petit peu l'impact écologique. Et puis voilà, donc on est vraiment sur un condensé de matière, de récupération, et derrière tout ça, il y a seulement du temps, du travail, une vision de réinterprétation des matériaux obsolètes. Voilà, donc vous n'allez jamais utiliser de bois neuf, vous allez en permanence continuer à travailler avec Emmaüs, parce que c'est déjà le cas depuis 2017. Tout à fait. Je pousse même la chose, des fois, même en ce moment-là, je prépare des caisses de transport, j'ai récupéré d'anciennes caisses de transport pour fabriquer mes propres caisses. Je me lance moi-même certains défis. J'ai la chance aussi, je pense, d'avoir une activité qui me permet de prendre le temps sur mes créations, de me poser les bonnes questions et de m'amuser à expérimenter et à faire certaines choses. Et donc là, effectivement, par exemple, j'ai eu l'occasion de retrouver pas mal de grands panneaux qui permettent d'être réutilisés. Donc je refais même mes caisses de transport avec d'anciennes caisses. Et ça n'est pas trop contraignant de se dire, ben voilà, j'ai cette matière première de récupération face à moi, j'aurais préféré peut-être avoir telle ou telle essence de bois et je ne l'ai pas. Donc, Alors non, parce que je ne pourrais pas réussir à ce travail-là en ayant une ressource de matière autre. C'est-à-dire, dans mon atelier, j'ai des échantillons de matière. Et moi, quand je vais travailler, il y a un processus de fabrication qui est assez particulier, qui est très intuitif. C'est-à-dire que mes plans sont dessinés à la main. Je dessine des formes à la main en fonction de la matière que j'ai à disposition, en fonction de ce que je veux donner. Et si je n'avais pas ce potentiel de pièces, de couleurs, de matières, je n'arriverais absolument pas à ce tel résultat, à des choses aussi expressives, tout simplement. Et puis je peux avoir aussi des nuances comme il serait impossible d'avoir si je travaillais en tant que vrai ébéniste, avant mon stock matière. J'ai des nuances, par exemple, de chêne qui vont d'un chêne très clair à un chêne très foncé, un chêne des marais. Le noyer, je vais avoir des noyers européens, des noyers d'Amérique. Donc j'ai une palette de couleurs absolument extraordinaire et qui est vraiment liée au fait que ce sont des matériaux de récupération. Ça devient un point extrêmement fort. Très bien. Merci beaucoup Mathis pour cette présentation. On va terminer avec vous, Claire Hazard. Vous êtes la directrice du Jardin des métiers d'art et du design donc dans les Hauts-de-Seine, nouvellement nommée. Je crois que vous occupez ce poste-là depuis maintenant quelques jours. Absolument, une quinzaine de jours. J'arrive avec grand plaisir au Jardin des métiers d'art et du design. Et oui, c'est un lieu donc unique qui vient d'ouvrir ses portes en septembre 2022 dans les bâtiments donc classés monuments historiques de l'ancienne École nationale de céramique de Sèvres. Là, on voit une partie de ces bâtiments. Un projet porté par le département des Hauts-de-Seine en copilotage avec le groupe SOS Culture, Saint-Thillot, MEC, ICI et l'INMA. À qui est destiné cet espace ? Donc c'est un espace qui a vraiment été pensé pour l'hybridation entre les designers et des artisans des métiers d'art, leur donner un lieu qui les accueille dans le cadre d'ateliers qui sont mis à leur disposition, où ils ont une capacité de travailler sur un mode collaboratif dans le cadre de leur activité récurrente et dans le cadre de programmes qu'on met en place avec un certain nombre de ressources qui favorisent justement ces travaux de réflexion, de
de recherche, d'innovation sur des nouvelles pratiques, des nouveaux matériaux, et qui sont aussi en lien avec d'autres champs, le champ de la recherche sur les matériaux et tout ce que l'écosystème du jade peut leur apporter d'ouverture par rapport à leurs problématiques et aux problématiques de la société dans laquelle ils vivent et auxquelles ils sont de toute façon, comme le disait très bien Delphine en début d'intervention, ils sont très sensibles naturellement. La sobriété, c'est un peu un élément natif de leur façon d'appréhender le monde, je pense. Donc nous, on accompagne cette qualité en essayant d'identifier des filières de recyclage qui sont pertinentes par rapport à leur implantation locale, puisque par exemple, ce sont des gens qui n'étaient pas toujours implantés dans les Hauts-de-Seine, donc qui ont peut-être une habitude de travailler avec un recyclage qui était localisé ailleurs. Donc c'est toute cette ouverture, encore une fois, pour que cet écosystème les accompagne et les soutiennent dans cette recherche qu'ils ont intégrée de toute façon dans leur choix professionnel, je pense, et de toute façon, pour la plupart, dans leur éthique de façon très certaine. Mais comment est organisé ce jardin des métiers d'art et du design ? Donc on a une vingtaine d'ateliers dans lesquels travaillent ces designers et ces métiers d'art qui pour l'instant accueillent 11 occupants qui vont bientôt être rejoints par 6 nouveaux occupants puisqu'il y a une nouvelle promotion qui se prépare, qui rassemble des profils et des types de travaux très variés puisque nous avons des ébénistes comme Matisse, des artisans du textile. Nous n'avons pas de céramistes pour l'instant, mais nous avons également une personne qui travaille le cuir, qui est sellière, ou des spécialistes du design qui vont avoir une dominante dans le design avec le colorisme ou d'autres particularités ou prédilections pour certains matériaux. Et récemment, on vient de se terminer une exposition importante pour ce jardin des métiers d'art et du design, Sempervirens, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Absolument. Oui, donc objet désirable pour un monde durable, que l'on pouvait voir finalement à l'intérieur de cette exposition. Est-ce qu'il y avait, quel est le message que vous souhaitiez faire passer ? Alors, le message, il est en fait un des fils rouges de ce travail qui se fait au Jade et qui s'est déjà donc traduit dans cette exposition, effectivement, qui mettait en avant. Donc, c'est ce souci environnemental, cette envie de contribuer dans le travail qui est fait collaboratif au sein du Jade à innover vers un monde qui va être, comme tous les exemples qui ont été cités, mais de fait sur un mode collaboratif, sur des processus qui sont moins consommateurs de matières carbonées, par exemple, sur des recyclages de déchets de production qui vont être intégrés dans une filière locale. Donc c'est ce que cette exposition reflétait au niveau du design, en mettant en avant donc à la fois des productions qui étaient issues des occupants du Jade et à la fois aussi ce qu'avaient fait les commissaires d'exposition d'aller identifier et de mettre en lumière tout un champ de recherche, innovation qui travaille sur des matériaux, ce qu'une des occupantes du Jade, par exemple Rose Ekwe, qui est présente sur le salon Révélation, a fait en créant une fibre textile à partir d'algues. Voilà, donc là, on est sur un processus de matériaux, d'innovation de matériaux, mais on peut aussi être sur des pratiques qui vont être des intégrations de filières mieux maîtrisées. Je trouve vous avez été complètement dans une exemplarité incroyable dans ce qui a été indiqué dans les précédents intervenants. Et c'est exactement ce que nous, on va essayer d'outiller, d'accompagner dans les occupants pour soutenir les occupants du Jade dans ce travail de localisation, intégration. Voilà. Et quels sont les profils des artisans qui viennent, qui interviennent parfois auprès des jeunes étudiants ? Alors, en l'occurrence, nous accueillons régulièrement effectivement des étudiants, des écoles qui sont de l'écosystème des artisans, de l'artisanat d'art et du design. Ce sont
des profils. Donc pour ceux qui sont à l'intérieur, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour ceux qui peuvent intervenir à l'extérieur, on essaie justement de faire se représenter des pensées qui sont des pensées novatrices dans des approches pour que les étudiants qui, par exemple, vont travailler très prochainement avec un des designers invités pour la prochaine exposition, Alexandre Echasserio, aient la possibilité d'échanger avec lui sur l'utilisation de matières recyclées dans le flocage ou voilà, une intégration qu'ils aient la possibilité de voir s'incarner dans des rôles modèles, on peut dire un petit peu d'artisans ou de designers qui ont déjà une approche très construite sur le sujet et s'en imprégner dès le moment de leurs études. Et qui sont les formateurs aussi qui viennent, que vous avez dans ce corps enseignant? Alors, on n'a pas de corps enseignant en tant que tel. On va avoir la possibilité de faire appel à des expertises qui sont définies en fonction des besoins des programmes ou des besoins de nos occupants. Quand on a des étudiants, ils travaillent surtout avec donc dans le cadre de ce qui a été défini pour la programmation culturelle qui les concerne, dont ils sont les cibles. Pour ce qui est des expertises qu'on peut fédérer, nous, pour, en l'occurrence, ce qui est le cœur de notre activité, la mise en travail collaboratif des occupants. On peut avoir recours à des avocats spécialistes de la propriété industrielle, parce que c'est une grande question. On peut faire intervenir des spécialistes de la chaîne de recyclage et de la gestion des déchets aussi. On peut faire intervenir aussi des gens qui vont être des représentants d'une filière business sur un territoire donné, sur un export. Tout ce qui va avoir du sens pour faire fructifier le travail des occupants dans, encore une fois, un souci qui doit rester à l'image des enjeux de notre époque. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a 6 nouvelles recrues là, qui vont arriver dans ce jardin des métiers d'art et du design. Comment on peut intégrer cet espace ? Alors, il existe donc un appel à candidature qui est fait annuellement, qui a reçu un nombre important de candidatures en l'occurrence. Je ne connais pas la liste des heureux nommés qui va bientôt sortir, mais je pense que Delphine aussi est au cœur, fait partie par exemple du jury qui a examiné les candidatures et a apporté sa vision d'artisane à ce choix, au même titre que les Hauts-de-Seine, qui sont le département des Hauts-de-Seine qui fait partie de ce jury et qui accompagne aussi l'Institut national des métiers d'art. Donc il y a une pluralité de visions qui sont représentées dans ce jury. Et pour ce qui est de l'intégration, elle va se faire à la fois dans une forme d'onboarding qui va être un petit peu pas protocolaire, mais en tout cas formel, effectivement, et puis aussi par le travail quotidien que nous aussi, qui sommes une équipe résidente à côté des occupants, on fait dans les repas, dans la visite d'atelier, dans la mise en relation avec des architectes, des prescripteurs ou toutes sortes d'autres compétences qui éclairent aussi le travail de ces artisans et de ces designers. Delphine, comment vous avez vécu, alors justement en tant que membre du jury, ces entretiens? Comment ? Ça n'est pas encore fait. Ça n'est pas encore fait. Dans quelques jours. D'accord. Voilà. Je pensais que ça avait déjà eu lieu. Mais je suis incorruptible, je le dis à toute la semaine. Mais pourquoi vous avez accepté d'être membre du jury alors ? C'est toujours un honneur déjà. Donc, et puis, c'est très intéressant. Alors après, c'est la première fois que je vais le faire, mais j'ai déjà été jury pour le concours Atelier d'Art de France ou d'autres choses. C'est toujours passionnant. Justement parce que on voit toute la vivacité des propositions. Alors après on doit faire un choix, c'est souvent difficile, mais en tout cas ce que je peux vous dire par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, c'est que la préoccupation environnementale, elle est mais c'est exponentiel, c'est-à-dire d'année en année on sent que c'est vraiment au cœur. Et moi personnellement, c'est vrai que j'y suis très sensible, mais je crois que c'est une vérité générale. De toute façon, métier d'art, c'est le bon sens. Métier d'art, ça va avec
cet aspect Notion de vertueux, sobriété, voilà, cette sobriété native. Et C'est du vraiment coup, quelque puisque chose de cet ordre, oui. voilà, et puis c'est vrai que d'entendre mes collègues, ça nous touche toujours parce qu'on voit qu'on perpétue quelque chose qui est originel, qui a été mené par nos ancêtres. Aujourd'hui, on revient à une sobriété, on revient à la durabilité, et en fait, ça va avec la qualité, tout simplement. En fait, il n'y a pas de déperdition. Moi, je connais le feutre de mes amis parce que je leur ai acheté certaines pièces. C'est vraiment incroyable. En fait, c'est le mot que vous n'avez pas prononcé, mais c'est la qualité. Et je pense que ce que Mathis disait aussi nous, en fait, quand on voit du bois, moi, quand je vois des tesselles anciennes jetées, des assiettes ou autres, des matières, je ne veux pas avoir de déchets. Donc, voilà, on est tous un peu habités par ça. Voilà. Après, c'est vrai que la recherche de nouveaux matériaux fait partie aussi des démarches. Mais en tout cas, en tant que jury, c'est forcément un atout évident. Héloïse, vous vouliez ajouter quelque chose. Vous disiez que c'est du bon sens, finalement, de revenir à ce mode de production Ah oui, à la fois local bon et sens. puis Il faut, oui, c'est juste du bon sens. C'est une évidence. Mais là, on a travaillé avec une jeune designer textile. Toute sa recherche se fait autour de la laine, autour du chanvre. Voilà, donc ça met vraiment du baume au cœur. On se dit que voilà, les jeunes qui arrivent ont cette envie-là aussi d'amener ces matières, d'amener toujours dans la modernité, mais avec quelque chose qui est ancestral et c'est ça la récompense. Antoine, évidemment, vous partagez l'avis de votre épouse. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce que vous venez d'entendre là tout au long de cette conférence ? Oui, je voulais dire que les excès de laine que nous avons peuvent être utilisés également dans l'agriculture, dans les potagers, pour garder l'humidité. C'est-à-dire au pied des plantes. Au pied des plantes. La laine se décompose au fur et à mesure et redevient compost. Donc, et nourrit la terre. Rien ne se perd. Et c'est vrai que quand on emballe, quand on envoie des objets, on met souvent des morceaux de feutre dans les cartons pour caler. Mais les gens, après, sont contents aussi. Ça va servir de faire une petite cale pour une porte qui se ferme mal. Enfin, voilà, c'est aussi le plaisir de donner des chutes de laine. Et il y a tout ça. Delphine, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je vais dire, moi, j'ai fait des petites étoiles. J'ai coupé des petites étoiles et je les ai mises sur la table de Noël. En fait, on est obsédé par ça. On n'aime pas jeter. Oui. Et c'est vrai que c'est comme ça, quoi. Ouais, mais c'est même un concours entre nous. Je crois que on est tous un peu à se dire, alors toi, tu as combien de déchets ? Et toi, tu as combien de déchets ? Et en fait, voilà, on est tous, je crois que notre fantasme, c'est la qualité, le zéro déchet, le minimum d'impact environnemental. Et voilà, c'est criant, quoi. Mathis, un dernier mot avant de clore cette conférence. Une réaction sur aussi ce que vous avez entendu là depuis maintenant 1 heure. Je trouve que c'est extrêmement porteur de sens aujourd'hui de voir autant de démarches qui se mettent un pied au développement durable. On en discutait tout à l'heure. Moi, je fais partie des générations en fait où c'est. Je me suis même pas posé la question d'ailleurs en soi. Au début de ma démarche de travail, il y a eu cette confrontation avec Emmaüs, me rendre compte qu'il y avait cette ressource qui n'était pas expérimentée, qui n'était pas travaillée, qui n'était pas valorisée. Et je me suis jamais dit, tiens, je vais rentrer dans une démarche d'éco-conception, de valorisation des matières. Ça a été inné. Donc je pense qu'on fait partie, en tout cas moi en étant assez jeune, je fais encore partie de cette génération où c'est inné. On voit qu'il y a énormément de travail qui se fait, d'expérimentation, de recherche matière, et je trouve ça extrêmement encourageant et pour la suite. Et c'est une belle chose qu'en tout cas je pense que les métiers d'art puissent être vraiment porteurs de ce message et de sens. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'à travers les échanges qu'on a eus ce matin, ça n'est pas une posture de respecter l'environnement dans vos démarches, c'est naturel, inné, comme vous le disiez. Ouais, non, je voulais juste ajouter que quand on vend à quelqu'un, on raconte l'histoire et on éduque aussi, parce qu'il y a plein de gens qui...
Et on a aussi ce rôle-là. De sensibilisation. Oui, de sensibiliser, oui, plus que éduquer. Mhm. Mais oui, vraiment. Ce qui est aussi, du coup, si je peux me permettre, juste aussi un des axes du JAD, c'est de faire rencontrer les publics avec ces expérimentations, puisqu'il y a toute une programmation qui est liée à l'implantation locale et une ouverture au public. Donc on accueille aussi du grand public, du jeune public, pour mettre en lumière toutes ces démarches. Très bien. On va clore très rapidement avec une série de questions que vous allez pouvoir poser à présent. On va passer dans les rangs avec le micro. On a dit beaucoup de choses ce matin. Il y a sans doute des réactions que vous avez en tête. Questions, réactions. Hein. Enfin, sentez-vous à l'aise sur ce sujet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer ? S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. C'est que tout le monde a été On veut des complet. questions. Vraiment pas de questions ce matin ? Oui, monsieur. Attendez, je vais venir, je vais m'en occuper. Non, c'était simplement quand vous disiez que dans votre travail, Mathis, il y avait quelque chose d'inné, que c'était comme une espèce de besoin et qu'il n'y avait pas de questionnement. Je pense que malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est, je pense, lié à votre éducation et c'est tant mieux. Et j'espère que... je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit vraiment une génération qui est née avec quoi que ce soit d'inné, parce que à l'heure actuelle, même si on essaye de faire basculer la tendance vers quelque chose de vertueux, il y a une espèce d'effet beaucoup plus... une quantité derrière de population où la tendance va être néanmoins très difficile du simple fait que la quantité est énorme derrière. Non, c'était simplement pour dire que... D'où l'importance de parler, Ouais, tout à fait. d'expliquer notre travail. Et la jeune fille avec qui on travaille, elle fait des ateliers dans les écoles. Elle amène de la laine, ils lavent de la laine, ils font du petit feutre. Enfin, voilà, les enfants. Et quand on fait venir des gens à l'atelier, c'est pareil. On essaye de montrer aux enfants et on voit à quel point, quand on part du mouton et de l'objet, enfin voilà, pour eux, ça parle aussi. Personnellement, même dans le quotidien, quand je vais jeter quelque chose, j'ai l'impression de vraiment pas savoir dans quelle poubelle ça doit aller, si l'emballage a été un tant soit peu souillé, s'il est encore recyclable ou non. J'ai l'impression que personne ne sait trop. Alors peut-être que c'est que moi, hein, mais... Alors c'est vrai qu'en plus, moi je suis assez surpris des fois de voir par exemple toutes les bennes qu'on recycle. Quand chacun d'entre nous va aller mettre un meuble, il y a une partie métal, une partie bois, une partie bois usé. Moi je vois fréquemment des fois quand ça revient en zone de tri, tout est mélangé. Donc des fois c'est assez particulier et je suis d'accord qu'on est des fois il y a encore beaucoup de travail à faire sur certains circuits. Après sur la partie effectivement que c'est pas inné. Il y a aussi un travail, je pense, de chacun. Je pense que tout le monde le fait, d'avoir des stagiaires, de prendre des alternants. Moi, je fais en sorte aussi que dans mon atelier, je viens d'acquérir un nouvel espace dans le Jura et j'ai une volonté aussi plus tard d'essayer au maximum d'intégrer des stagiaires et puis de les faire eux-mêmes travailler sur la recherche matière, d'expérimenter à leur compte finalement un travail axé sur le travail des matériaux de récupération et pas que sur le bois d'ailleurs. Il y a aussi un exercice je pense à faire nous en tant que professionnels d'accueillir les personnes qui sont demandeurs dans cette recherche. Merci. Merci à vous pour votre intervention. Madame ? Oui, bonjour. J'ai juste une question. Comment faire quand on a... a priori, vous travaillez sur des pièces qui sont plutôt uniques ou en tout cas dont on accepte une variabilité d'une pièce à l'autre. Comment faire quand on a des commandes qui doivent être rigoureusement identiques ? Alors, je me permets, parce que justement, c'est ce que je voulais dire. Quand on parle de sensibilisation, il y a les gens qu'on va pouvoir former, mais il y a aussi le client final. Il faut peu à peu faire comprendre au client final que l'objet va probablement à l'avenir, dans sa production, intégrer des variantes
parce qu'on a des filières de réemploi, parce que on va, voilà, ce ne sont pas, c'est pas ces modes de production classiques où moi je commandais mes tesselles sur un catalogue, le fabricant les fait, me les envoie, je fais ce qu'on m'a demandé. Et maintenant, de plus en plus, je suis obligée d'avoir un travail de je ne sais pas si c'est de la pédagogie, je ne sais pas si c'est difficile même de mettre des mots dessus, mais de faire comprendre au client final. Je sais pas, un peu comme un producteur qui va vendre des tomates, qui va dire, bah, vous voyez, celle-là, elle va être un peu plus sucrée parce qu'elle était au soleil, celle-là, elle va être un peu moins. Et ben, en fait, ça, voilà, y en a qui sont un peu moches. Bon, nous, nos objets ne sont pas moches, ils n'ont pas le droit d'être moches. Mais ils ont le droit d'avoir des irrégularités. Ils ont le droit d'être différents parce que le bois, de toute façon, ça n'a jamais fait 2 pièces identiques. Maintenant, ça s'étend un petit peu à tout. Et moi, c'est ce que je voulais réagir sur ce que tu disais, Mathis. Et pardon, je te tutoie du coup. Mais c'est vrai qu'on sent parfois un frein chez le client, notamment dans certains marchés haut de gamme, par rapport à des aléas où ils ne vont pas maîtriser à 100% le rendu. Et ça, c'est je pense, un vrai axe de communication, un vrai axe et puis, du coup, moi, c'est vrai que j'ai tendance à penser l'inverse, c'est-à-dire je passe par la pièce unique, donc je vais prendre mes matières que j'ai sourcées, je vais faire ma chaise qu'on regardait tout à l'heure, et puis après je cherche le client. Mais c'est pas évident parce que c'est un défi. Voilà, le défi, c'est ça. Pour moi, dans ma production, je n'ai pas de défi à relever parce que c'est vertueux, mais j'ai le défi de faire accepter au client et à son intermédiaire le coût, parce que c'est du temps. Et ça, je pense que tout ce qu'on décrit, on ne l'a pas dit, mais nous qui travaillons avec ces méthodes un peu anciennes, un peu traditionnelles, qui refusons les machines, on passe du temps. Et ce temps, parfois, on nous le reproche, parce qu'il faut aller vite, parce que ça coûte moins cher, parce que, etc. C'est pour ça qu'on va certains vont vers l'utilisation de machines ou autres. Donc, voilà, il faut faire accepter tout ça aussi au client final pour rester concurrentiel, mettre dans la balance le coût, mais aussi le non-coût environnemental. Et je pense que c'est un nouveau paramètre vraiment qui maintenant doit être complètement associé à la valeur d'un objet concret. Parce que c'est du temps pour nous, c'est plus compliqué de travailler avec de la récup, ça c'est évident. Et ça demande du stockage. Et le stockage, parce que je pense que Mathis, tu dois avoir des très grands ateliers. Moi, je sais que j'ai cette problématique aussi, c'est pour ça que j'ai déménagé. Et le stockage, ça a un coût aussi pour nous. Donc voilà, tout ça, il y a encore du travail. On est content, on incarne des choses qui sont fortes, qui ont du sens, mais il y a encore beaucoup d'axes à développer. Oui, nous, c'est pareil. On explique que ce sera peut-être pas exactement on est dans une gamme de gris, une gamme de blanc, une gamme mais ce sera pas forcément. Après, on a quand même des rouleaux de laine cardée, puisque notre voisine maintenant a une carde, donc on a des rouleaux de laine cardée. Là, par exemple, pour un architecte qui voulait 14 plaques de feutre pour des rideaux, donc c'est sûr qu'il faut que ce soit harmonieux. Mais on a fait notre choix. On a regardé toutes les plaques et puis on a dit il y a 14 plaques. Elles sont pas toutes identiques, mais elles sont quand même assez approchantes. Et puis quand c'est un pouf, c'est un mouton. Voilà. Donc ce petit mouton-là, c'est une pièce unique et puis les gens finalement sont très contents de ça. Mais c'est sûr que c'est bon. Voilà. Il faut accepter la disparition de la standardisation. Mais c'est pareil, en quelque sorte. Je pense que plus on parle, plus on explique, plus c'est simple finalement. Les gens, ils sont prêts à entendre ça. Et on recherche la singularité. Donc, sinon, ils vont dans des grandes enseignes et ils ont un produit formaté. Voilà. On est d'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, on va clore cette conférence puisqu'il y a d'autres choses à voir. Vous avez le programme sur le mur derrière vous sur les différents événements qui sont organisés ici durant toute la journée dans cet espace de conférence. Merci à tous les 5 vraiment pour cette présentation ce matin.